beaucoup hésité à faire un atelier sur le sujet, parce que généralement je fais un cours entier qui dure 2 heures sur la question, et je trouve que ça le mérite largement. Bonjour. Ça mérite largement ça, tellement c'est un sujet qui est complexe, avec plusieurs tiroirs, et qui touche de manière assez affective beaucoup de personnes qui se positionnent souvent pour ou souvent contre. L'idée pour moi, là, en une demi-heure, ça va être vraiment d'aborder de manière assez rapide, et il y aura beaucoup de zones d'ombre sur lesquelles je pourrais peut-être revenir dans les questions, au moins le fondement de cette théorie, qui n'est pas inintéressante en soi, surtout quand on la replace dans son contexte historique. Alors, homéopathie, ça vient donc la construction du terme, on la doit à un monsieur qui s'appelle Hahnemann, Samuel Hahnemann, et ça vient de homéos, qui signifie similaire, et pathos, qui signifie souffrance. Et le monsieur qui a posé ça, généralement on croit que c'est très vieux, c'est pas si vieux que ça, mais ça a quand même plus de 2 siècles. Ça date des années 1796, où ce monsieur Hahnemann, donc, il était fortement inspiré de courants, on va dire, naturalistes, et puis surtout dans un contexte, il faut bien se rappeler que c'était le contexte où le vaccin commençait à arriver, on commençait à se poser des questions, mais les travaux de Koch et de Pasteur n'étaient pas encore bien formalisés, et même pas encore naissants, on va dire, et donc on ne comprenait pas les mécanismes. Et dans ce contexte-là, on n'arrivait pas à piger pourquoi des choses qui pouvaient être néfastes pour le corps pouvaient avoir une influence sur les individus. Et c'est dans cette brèche intellectuelle-là que Samuel Hahnemann s'est placé. Et donc, à l'époque, sa théorie à lui, elle a un sens qu'elle n'a plus maintenant, au moins par rapport à la similarité avec les vaccins. Alors, le point de départ, c'est aussi l'histoire qu'il raconte lui-même dans son livre Organon ou l'art de guérir. Il teste sur lui-même l'effet de l'écorce de quinquina. Et il raconte comme ça, alors je vous lis le passage, je pris pendant plusieurs jours 13 grammes de quinquina. Chaque jour, mes pieds et mes mains se refroidirent et je me sentis fatigué et somnolent. Et puis, je commençais à avoir des palpitations et mon pouls devint dur et rapide. J'éprouvais une impression de malaise insupportable. J'ai fait une petite coupe. Les symptômes étaient à leur paroxysme 2 à 3 heures après avoir pris le remède, puis diminuaient pour réapparaître à nouveau quand je répétais la dose. J'arrêtais le quinquina et me sentis tout à fait bien. Donc, il part de ça, il se rend compte de ça, et il pose en 1796, il pose cette phrase-là. Il dit « Le quinquina qui détruit la fièvre provoque chez le sujet sain les apparences de la fièvre. » Alors, il se dit « Bon, eh ben, ça résume un petit peu ce qu'on a pu voir dans certaines théories un peu vieillottes des années 1500-1600 qui tournaient autour de ce qu'on appelle la théorie des signatures, qu'on doit notamment à un monsieur qui s'appelait Paracels. Il dit on n'a qu'à soigner le mal par le mal, et avec le mal, on peut aller guérir le mal profondément. Alors il pose une théorie des poisons. Et il dit voilà, je vais développer une gamme de poisons qui viendraient créer des petites doses de mal chez les gens pour obtenir une guérison du mal en question. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop s'il a fait des dégâts ou pas. On sait que Freud en a fait, par exemple, dans son histoire, mais lui, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il s'est rendu compte que les poisons à dose normale, ça faisait vraiment pas du bien aux gens à qui il les donnait. Alors il se dit, j'ai qu'à les diluer. Mais il se rend bien compte que s'il les dilue, il risque de diluer assez fortement les effets. Alors il efface les effets toxicologiques, mais tous les effets disparaissent. Et c'est là qu'il construit ce qu'on appelle en épistémologie une hypothèse ad hoc, qui ne justifie pas, mais il dit, je me rends compte que si je redynamise la solution en l'agitant, j'obtiendrai de manière surprenante, il dit, c'est surprenant, des effets pharmacologiques. Et donc, la théorie, en fait, elle repose sur 3 principes, plus un, qui n'est pas vraiment un principe à proprement parler, mais qui est plutôt une conduite. Alors, les 3 principes sont ceux-ci. Donc là, je vous fais un exposé, je ne tiens pas à vous donner... L'idée pour moi à la fin, ça va être d'introduire avec vous les différentes questions qu'on peut poser sur l'homéopathie. Là, je vous parle d'abord du contexte scientifique et des connaissances qu'on a sur le sujet maintenant. Principe de haute dilution, ça c'est le premier. Principe de pathogénésie, c'est le deuxième. Principe de dynamisation, qu'on appelle parfois suppulsion, c'est le troisième. Et puis un principe qu'on appelle le principe d'individualisation. Donc je vais les détailler très brièvement, hélas. Le principe de haute dilution, il est assez simple à comprendre. Le protocole développé par Hahnemann consiste en des centésimales hahnemanniennes, c'est-à-dire donc ça porte son nom, c'est ce qu'on appelle les CH, et c'est ce qui est noté sur les petites boîtes. Un CH, c'est une goutte du produit actif de départ, un des poisons choisis par Hahnemann, dans 99 gouttes de solvant. En général, c'est de l'eau ou de l'alcool. Et puis, ça, on obtient un CH. Ensuite, on prend une goutte de ce mélange-là qu'on redilue dans 99 gouttes de solvant, et ça donne 2 CH, etc., etc., etc. Vous voyez que quand on augmente le nombre de CH, la dilution est d'autant plus grande et on arrive à des niveaux de ce qu'on appelle des hautes dilutions, des très hautes dilutions, voire des incroyables hautes dilutions. Et ça donne un tableau des équivalences. Pour vous donner une idée, j'ai mis quelques petits exemples comme ça de 4 CH, 5 CH, 6 CH. Voilà, vous avez un petit rapport en fait de « ce que ça donne comme proportion.
ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si cette théorie se révèle vraie, c'est l'effondrement, et c'est tant mieux, ça serait marrant, l'effondrement de tout ce qu'on connaît en physique-chimie jusqu'à maintenant, c'est-à-dire un transfert d'informations sans transfert de matière, parce que ça signifierait, quelques calculs simples que je vous épargne maintenant, montrent qu'à partir de 10 CH, et vous avez vraiment peu de chance, presque plus de chance d'avoir encore le produit actif de départ dans le mélange. Après ça, c'est de pire en pire, évidemment. Là, il y a quasiment aucune chance, vous avez plus de chances que l'auditorium s'effondre sur nous maintenant que d'avoir le produit. Mais on entend parfois d'ailleurs cette phrase, plus c'est dilué, plus c'est fort, ce qui est déjà assez problématique. Alors les hautes dilutions, le solvant garde une trace du principe actif, même quand il n'y en a plus. Et l'idée, c'est qu'au travers de la dynamisation, on retrouverait la mémoire qu'aurait laissé le produit actif dans le solvant. Et pour ça, il faudrait le secouer. Je vais venir, c'est le troisième principe. Le deuxième principe, il est un tout petit peu plus technique, mais il n'est pas très dur à comprendre. On appelle ça la pathogénésie, c'est-à-dire l'ensemble des signes ou des symptômes provoqués par une substance sur des personnes en bonne santé. Alors Hahnemann, ce qu'il a fait, donc je vous disais tout à l'heure, il avait vu ça sur le quinquina, il disait que si un principe actif est capable à des doses normales de créer des symptômes morbides chez les gens, alors les gens qui ont ces symptômes morbides, si je prends des substances très très diluées du même poison, j'arriverai à résoudre le mal en combattant de manière insidieuse. Et donc, il prend par exemple, je prends l'exemple de quelque chose qui fait vomir, je prends la noix vomique, un des plus connus, la Nux vomica. Il dit, si un produit X fait vomir un sujet non malade, il fera disparaître des vomissements chez un sujet malade grâce à la préparation homéopathique que j'en ferai. Voilà, provoquer des symptômes de la maladie chez l'individu sain pour soigner la maladie chez le malade. Ça va, ce petit transfert-là? Alors, la gamme des poisons est assez développée. Pendant très longtemps, moi, quand j'en prenais, je croyais que c'était que des plantes. Et quand on regarde, en fait, c'est beaucoup de termes latins, et quand on traduit les termes latins, on a parfois des surprises de taille. Et c'est effectivement des poisons, c'est-à-dire qu'il a été cherché partout, que ce soit dans des produits animaux, des produits végétaux. Il y a des choses tout à fait surprenantes. Et des choses même parfois spectaculaires. Mes préférés sont probablement ceux-ci. Alors, de toute façon, le diaporama, vous le retrouverez en ligne. Je prends des questions maintenant ou je les garde pour la fin? Après. Ok, pardon. Alors, vous savez, dans une théorie scientifique, c'est plutôt bon signe quand elle ne stagne pas. On dit qu'un des critères des pseudosciences ou des pseudomédecines, c'est quand elle stagne. Et là, pour le coup, en 1999, a été proposé de retirer du marché certains produits. Vous voyez, certains de ceux les plus spectaculaires qui disent comme le crachat de coquelucheux. Mais une telle inertie dans cette théorie que la plupart des homméopathes se sont fâchés et se sont plaints. Et je me rappelle de cette revue Alternative Santé qui avait fait un article là-dessus, avec grand renfort de photos d'enfants terrorisés, et qui nous disait les 5 remèdes fondamentaux pour les homméopathes sont suspendus, ça et ça. C'est une mise à mort orchestrée, le rouge c'est moi qui l'ai dit, de l'homéopathie, ça change les médecins, comme si on enlevait ces outils aux maçons, s'emporte le docteur Édouard Broussalian. Scénario donc un petit peu construit de toutes pièces, si vous voulez. Alors que ce serait plutôt bon signe que des produits rentrent, des nouveaux produits rentrent, des produits sortent, etc. Ce serait plutôt signe d'une bonne santé théorique. Alors, il y a plein de problèmes dans cette pathogénésie. En médecine, personne ne considère la pathogénésie telle que Hahnemann la pose comme étant recevable de tout point de vue. Premier problème, déjà, c'est que les remèdes actuels prescrits sont différents de ceux qui ont été préparés à l'époque quand lui a posé les pathogénésies. Et il n'y a pas de source pour justifier les remèdes actuels prescrits. Vous voyez, il y a une grosse lacune d'homogénéité dans le corpus. Mais surtout, le problème numéro 2, il y en a plusieurs, mais à mon avis le plus important à saisir, c'est celui-ci. Les symptômes que l'homéopathie propose de guérir, généralement, sont peu clairs. Ils sont difficilement objectivables. Or, s'ils sont peu objectivables, c'est difficile de regarder si on est un peu plus ceci qu'avant ou un peu moins ceci qu'avant. Typiquement, quand vous avez une tendance pleurnicharde à gérer, c'est très difficile d'évaluer si ça va mieux après qu'avant. Il y a tellement d'autres paramètres à prendre en compte, difficile à contenter, trouble survenant après une peur, de la jalousie, etc. Vous voyez, le problème, c'est que si on ouvre, si on accepte l'entrée de symptômes non fiables, qui peuvent avoir leur importance pour la vie de quelqu'un, hein, mais si on ouvre ça, c'est la porte ouverte à des dérives. Alors ça, c'est une dérive assez grave, qui est le fait d'un seul bonhomme. Hein. C'est un seul bonhomme, ça. Tous les homméopathes, évidemment, je pense, s'insurgent contre ce bonhomme-là, mais lui, il est capable de développer une liste de 3000 symptomatologies floues, qui sont toutes sur son site, dans les émissions de site, vous irez voir, et je n'ai pas choisi les plus spectaculaires.
Chaque année, j'essaie de changer un peu ces exemples-là, tellement il y a des choses absolument choquantes dedans. Mais l'argumentaire, c'est de dire, vu qu'il n'y a pas d'autres preuves que de tendances floues, bah, pourquoi moi, je n'ai pas le droit de faire ça, quoi. Donc voilà, si vous êtes un homme à liaison illégitime, je commande tout ce produit-là, et je passe sur l'immoralité des concepts comme ça, c'est flou. Je passe le rectum après le coït, ça peut-être qu'on pourrait le caractériser un peu, mais... Escalier, c'est la peur de tomber dans les escaliers. Vous voyez, donc là, difficile de construire une vraie théorie du soin avec ça. Bon, ce monsieur est un cas vraiment particulier. Mais si on accepte des symptômes flous dans les traitements, bah, ça donne la porte ouverte à ce genre de choses. Le principe de dynamisation, je vous disais, c'est celui qu'a créé de toute pièce Hahnemann pour essayer de réveiller le message qu'aurait laissé dans le solvant la molécule active qui était au départ. Ce qu'on appelait après, dans une affaire assez célèbre dans les médias, dont j'aurai probablement pas le temps de vous parler, ce qu'on appelait la mémoire de l'eau. Mémoire de l'eau qui a fait beaucoup de bruit dans les années 1988-89. Si vous avez des questions là-dessus, je vous détaillerai. Alors la dynamisation, elle consiste à agiter le flacon afin que les molécules encore présentes expriment le message qui serait resté malgré la dilution. Alors j'ai eu l'occasion d'aller visiter une usine Boiron, pas très loin d'ici, ce qui ne s'est pas passé sans difficulté, et j'ai obtenu le standard. Et le standard est de 240 secousses en 7,5 secondes. C'est-à-dire les machines secouent aussi les granules à cette eau-là. Pourquoi pas 250? Pourquoi pas 220? J'ai posé la question, personne ne m'a répondu. Et je n'ai pas trouvé de source. Donc c'est encore une énigme pour moi, comment ils ont posé cette base-là, comment ils ont posé ce standard. Évidemment, retrouver le message qu'aurait laissé une molécule active dans un solvant alors qu'il n'y a plus de produit actif, pour l'instant en science, on ne connaît pas. On n'a jamais eu une seule raison de penser que ça puisse marcher. Vous voyez, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais en attendant, la preuve incombant à ceux qui prétendent, normalement ils devraient faire la démonstration de ça, mais il n'y a rien à l'appui de cette chose-là. La source, elle est directement prise des laboratoires Boiron. Et puis, le quatrième principe, c'est celui qui est... Il a son importance au sens où une bonne partie de la réussite de l'homéopathie repose sur ça. En fait, on ne distingue pas des maladies, mais plutôt des types humains. Donc, vous avez plutôt l'homéopathe a pour tendance à essayer de vous définir comme étant plutôt nus vomica, plutôt fluorus, plutôt sulfure, etc. Et en fonction de ça, en fait, un produit qui serait bon pour moi pour une pathologie, c'est pas forcément pour la même pathologie que vous auriez vous, le même produit qu'il faudrait donner, quoi. Ça dépend aussi de votre type humain. C'est-à-dire qu'on regarde les terrains. La notion de terrain, on a tendance à croire qu'on la réinvente. Beaucoup de thérapeutes de type alternatif disent il faut prendre en compte le terrain, etc. C'est une idée assez ancienne, presque aux prémices de la médecine. Hippocrate déjà disait ça, il disait qu'il faut prendre en compte le terrain. Mais le terrain, c'est une notion tellement floue que c'est difficile à comprendre. Et surtout, ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi le médicament le plus vendu de l'homéopathie, l'oscillococcinum, lui, s'applique à tout le monde, qui est une vraie contre-indication par rapport à... Donc il y a même des homéopathes qui se plaignent et qui disent l'oscillococcinum, c'est plus de l'homéopathie, parce qu'on l'applique à tout. État grippaux, fièvre, frisson et courbature, quel que soit votre type humain. Pour le coup, j'avais acheté de l'oscillococcinum. Et c'est pour vous encourager également à regarder ce qui a marqué exactement. Parce que, je le dirai peut-être tout à l'heure, l'homéopathie est dans une niche juridique tout à fait exceptionnelle. C'est la seule catégorie de médicaments, sur les 8000 et quelques qui sont remboursés par la sécurité sociale, c'est le seul médicament, entre guillemets, qui doit donner le mode de fabrication, mais qui n'a pas à justifier de son efficacité, contrairement à tous les autres médicaments qui doivent justifier de leur efficacité. Et c'est un passe-droit qui date des années 90 et qui est tout à fait surprenant et qui rend jaloux beaucoup d'autres thérapies alternatives qui aimeraient bien ne pas avoir à faire la démonstration de leur thérapie. Quand on regarde la composition, on voit autolysa filtrée de foie et de cœur d'Anas barbariae dynamisé à 200e cas. Alors là, c'est difficile à comprendre, on se dit bon, qu'est-ce que ça signifie, puis on peut chercher. C'est pas très dur à trouver. Pour le coup, le l'oscillococcinum, il faut prendre un mélange de glucose et de fructose. Il plonge un foie et un cœur d'Anas barbariae, c'est-à-dire un canard de Barbarie, tel qu'il y en a sur le lac d'Annecy, il me semble qu'il y en a. Et puis ensuite, on l'autolyse, on laisse se dégrader par ses propres enzymes. On récupère ça, et voici une photo du canard. Et pourquoi le canard? Alors ça, c'est assez surprenant, parce que le foie et le cœur, en 1924-1925, Joseph Roy, un médecin, croit déceler un pathogène qu'il appelle l'oscillocoque dans le foie et le cœur du microbe. Plus personne n'a jamais retrouvé cet oscillocoque.
postule qu'il n'existe pas. Il n'y a aucune raison de penser qu'il existe. On n'a jamais retrouvé depuis presque 100 ans maintenant. Ça n'empêche pas de garder ce système, ce processus de fabrication. Et puis, 200e cas, ça signifie, c'est une dilution qui n'est plus anomanienne comme on a vu là, mais une dilution de Semen-Korsakov, donc d'où le cas. Alors bon, je ne vais pas passer trop de temps sur les détails, mais Korsakov, 1825, il se rend compte que dans un contexte militaire notamment, il n'a pas le temps de faire les dilutions précises, etc. Et donc il part du principe qu'en faisant une goutte de produit actif dans 99 gouttes de solvant, en mélangeant, on renverse dans un autre pot, et ce qui resterait sur les bords et sur les parois fait déjà une dilution K. Puis il remplit avec le solvant, puis il revide et il garde ça. Il fait ça 200 fois. Le problème, c'est que là, d'un point de vue purement chimique, tout dépend de l'affinité avec la paroi des molécules actives. Enfin, on ne peut plus rien dire. 200e cas, ça ne veut plus rien dire au sens scientifique du terme. On ne sait plus du tout qu'est-ce qui reste dedans. Si ça se trouve, 200e cas, c'est plus concentré que 5CH, quoi, par exemple. C'est une méthode de dilution qui fait un peu rire dans les laboratoires de chimie. Personne ne l'utilise. Alors, sur le psilococcinum, quand on regarde les études, j'en ai déjà parlé quand j'ai fait mon atelier sur le placebo, ou quand c'est Nicolas Pinceau, je crois, qui vous a parlé de l'effet placebo ici. Quand on monte une étude expérimentale, il faut au moins 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est qu'il faut qu'il y ait plein d'échantillons de personnes avec une pathologie précise, parce que son cas personnel n'est pas suffisant pour conclure à quoi que ce soit. On peut très vite intuiter des corrélations entre la prise de quelque chose et le résultat qu'on escomptait, et ça peut être des causalités, des pseudo-causalités. Donc il faut un grand échantillon et il faut des tests en double aveugle, c'est-à-dire comparer avec un placebo. Regardez si quelqu'un qui prend le produit sans savoir si ce qu'il prend est un placebo ou le produit homéopathique, et comparer. Et en fait, toutes les études qui sont comme ça montrent que les effets de l'homéopathie, notamment de l'oxylococcinum pour les 3 publics que je vous ai mis là, ne dépassent pas l'effet placebo. Ça ne veut pas dire que l'effet est nul, mais elle ne dépasse pas l'effet placebo. Alors si vous vous rappelez, j'ai une diapo après là-dessus, hein, sur la différence entre effet global et effet propre. Alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, un des livres les plus austères en médecine qu'on a à la bibliothèque de médecine, c'est le Giraud Agege. On trouve ça, c'est la seule blague du bouquin. Il y a plein de pages et il y a une seule blague. Celle-ci, nous conseillons de remplacer ce produit par un confit de canard aussi efficace contre la grippe. Et nous prions les laboratoires de Baron de embêter les canards. Alors là, j'étais complètement stupéfait de trouver ça. Alors, bon, ça c'est si vous avez des questions tout à l'heure sur les différences entre vaccin et homéopathie. Alors, ce qui est compliqué dans ce sujet, c'est que beaucoup de gens se positionnent « je suis pour, je suis contre ». Souvent, ceux qui se positionnent pour, c'est parce que ce sont des gens qui ont utilisé ça dans le contexte familial, très souvent, qui ont hérité de ça d'une pratique familiale. Et ceux qui sont contre, ou parfois qui ont un combat politique, ceux qui sont pour. Et ceux qui sont contre sont des gens qui regardent la théorie et qui se disent « bon, il n'y a rien à sauver là-dedans ». Je pense que c'est une question qui est posée en faux dilemme, c'est-à-dire ça ne propose que 2 propositions, alors qu'il y en aura peut-être plusieurs, on pourrait être à moitié pour, à moitié contre, un quart pour, bon, il y aura plein de raisons différentes. Et la question, je pense, elle est mal posée, parce que pour ou contre quoi, en fait. Alors là, c'est là que je voudrais vraiment être précis sur ce que je voudrais vous dire. Est-ce que l'homéopathie a des fondements scientifiques? La réponse est non. Il faut être clair, net et précis, la réponse est non. Aucun fondement scientifique connu et aucune raison de penser que la théorie elle-même tienne la route sur quelque point que ce soit. La théorie est immuable, il y a des entités comme la mémoire de l'eau qui ne sont pas décrites et pas expliquées, les méthodes sont inexplicables, le corpus de preuves est remplacé par un corpus de témoignages. Or, le témoignage ne fait pas office de preuve, hein. On ne peut pas se fier soi-même à ses propres témoignages, bien qu'on ait l'impression parfois que prendre un produit va créer un effet. Et il n'y a pas d'effet propre. Donc la réponse sur les fondements scientifiques, la réponse est non. Après, est-ce que l'homéopathie a une efficacité physico-chimique? Là, pareil, la réponse est non. La réponse est non, et comme je vous disais tout à l'heure, elle n'aurait aucun moyen de prétendre à un statut de médicament si elle n'avait pas ce passe-droit d'un décret de 1998 qui lui permet d'avoir une autorisation de mise sur le marché allégée. Et c'est un passe-droit absolument génial, quoi. Ça permet de faire la preuve de sa non-nocivité et de son mode de fabrication, mais pas de son efficacité. Ce qui est complètement surprenant. C'est vraiment... Il y a plein de gens qui les jalousent d'ailleurs pour ça. Et pourtant, il est classé médicament. Et donc voilà. Et ça fait des médicaments qui ne prouvent pas leur efficacité, mais qui sont quand même remboursés à 30%. Ce qui fait que c'est là où ça pose la question, dans quelle mesure il faut rembourser des médicaments qui ne font pas la preuve de leur efficacité, sachant que c'est un certain pourcentage non négligeable des remboursements de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Après, est-ce que l'homéopathie a une efficacité thérapeutique? Là, la réponse est oui. La réponse est oui. Alors pourquoi? Je ne vais pas revenir sur le cours sur le placebo, mais nous avons
nous sommes souvent sujets à des maladies de type spontanément résolutive, des choses qui se résolvent tout seuls. Et très souvent, on a l'impression que la guérison vient parce qu'on a fait un soin, mais c'est souvent l'évolution temporelle en fait, de la maladie qui se résout d'elle-même. Et comme le dit l'Académie de médecine depuis un moment déjà, hein, il dit que la prescription d'homéopathie ne se justifie que dans les manifestations pathologiques guérissant spontanément. Des textes, ce sont des textes publiés. Il y a un proverbe médical que j'aime bien qui résume ça assez bien, c'est « un rhume, soigne-toi, ça dure une semaine, ne te soigne pas, ça dure 7 jours ». Un rhume, on ne sait pas faire. Les coronavirus et les virus du rhume, on ne sait pas faire. Par contre, on sait traiter les symptômes, si vous voulez. On ne sait pas traiter le rhume, donc il durera le temps qu'il durera. Hein. On ne peut pas faire grand-chose. Deuxième chose, l'esprit humain ne cerne pas bien les causalités, et typiquement, il y a un biais assez commun, je crois que j'en ai déjà parlé ici d'ailleurs, le post hoc ergo propter hoc. Il a un nom un peu barbare, ça signifie juste après, donc conséquence de j'ai été malade, je suis maintenant guéri, donc le traitement que j'ai reçu, souvent le dernier qu'on a fait, est la cause de ma guérison. Et comme c'est souvent autoprescriptif, l'homéopathie, c'est évident que ça s'associe très facilement au dernier soin qu'on a fait quand on arrive à une guérison spontanée, une maladie spontanément résolutive, on intuite ça. Et ça donne parfois des choses comme ça. Des gens qui sont persuadés que le produit va... c'est le dernier produit qu'ils ont pris qui est la cause de leur... Moi, j'ai déjà donné des exemples ici de ce genre de biais. Ensuite, l'effet placebo, dont on a déjà parlé, et où il s'agit d'une vraie réponse physiologique, l'effet placebo. Être pris en charge dans un contexte dans lequel, en plus, on a confiance, que la plupart des gens ont confiance en leur médecin homéopathe, sachant qu'homéopathe, on ne peut pas être homéopathe sans être médecin. C'est une spécialité de médecine, d'ailleurs, qui pose d'ailleurs un problème épistémologique intéressant. C'est comment on peut construire une spécialité sur une technique qui est si bizarre. Mais en tout cas, c'est comme ça en France. Il s'agit d'une réponse physiologique à une stimulation symbolique. Ce n'est pas être stupide que de bénéficier de l'effet placebo, parce que tout le monde, dans tout acte thérapeutique, bénéficie de l'effet placebo. À plus forte raison quand le soin marche vraiment, à plus forte raison quand le thérapeute est autoritaire, exigé, c'est-à-dire que vous avez une longue file d'attente, et on se dit, ah, donc il doit être bon, et on rentre dans ce qu'on appelle les effets contextuels, c'est-à-dire le cadre, en fait, de la prise en charge du patient qui joue un effet très grand. Je ne reviens pas sur le placebo. Hein. Et là, je voulais juste vous marquer, vous remettre cette diapo que vous avez peut-être vécue au pinceau il y a quelques semaines. C'est que quand on compare avec un groupe placebo, vous avez l'efficacité globale, mettons l'efficacité globale de l'homéopathie, et puis l'efficacité comparable avec le placebo qu'on a donné. Et c'est la différence entre les deux qui est l'efficacité propre du produit. Quand on fait ça avec l'homéopathie, les deux courbes sont les mêmes. Il y a un progrès sur les symptômes, mais il n'y a pas d'effet propre. Vous voyez, donc il y a un effet, mais pas propre. Et on ne voit pas quel est l'effet de l'homéopathie qui ne s'intègre pas dans tout ce qu'on connaît sur la gamme des effets placebo. Je ne veux pas revenir trop longtemps là-dessus. Il y a plein de petits aspects différents des effets contextuels. L'homéopathie flatte l'intuition. L'homéopathie est autoprescriptive et sympa. Elle jouit d'une forte connotation sympathique, simili naturelle. On peut se l'auto-prescrire chez soi, c'est simple d'emploi. On peut acheter des bouquins qui vous expliquent quoi prendre en fonction de votre type, etc. Et c'est beaucoup plus sympa qu'une médecine dite classique. On reviendra sur la question de la médecine classique, qui souffre elle aussi de pas mal de critiques, hein, mais ce n'est pas les mêmes critiques, si vous voulez. Ce n'est pas du tout les mêmes critiques. Et surtout, on pense que l'essentiel de l'efficacité repose sur cette prise en charge personnalisée du patient. Plus une prise en charge est personnalisée, et plus le patient aura tendance à aller dans le sens du soin qui lui a été donné. Et la visite chez l'homéopathe, on considère qu'elle est 4 à 6 fois plus longue que chez les médecins classiques. Ce qui fait que peut-être le secret serait là pour des médecins classiques, pour obtenir aussi un effet placebo aussi intéressant que ça, peut-être d'élargir le temps de prise en charge du patient. Sauf que pour ça, il faudrait que parfois ils perdent un peu de sous ou qu'on réorganise le système de biens publics de la médecine dite scientifique, quoi. Et puis vous avez le biais de confirmation. Le problème, c'est que la plupart des gens qui valident l'homéopathie ne vont chercher que des cas qui fonctionnent. C'est une tendance de notre cerveau à faire un biais de confirmation d'hypothèse, à aller chercher toujours les cas qui vont confirmer ce qu'on pense. Et il faut, pour s'affranchir de ce biais-là, ou même vous avez l'inverse, c'est-à-dire ceux qui pensent que ça ne marche pas, ils vont aller compiler que des cas qui ne marchent pas, quoi. Pour sortir de ça, on est obligé de faire de la statistique, c'est-à-dire regarder sur des grands échantillons de gens, et comparer entre deux populations. Et quand on fait ça, ça ne marche jamais, quoi. Ça ne marche jamais, je vous dis ça ne marche jamais. Même les Allemands, les nazis de 1930, ravis d'avoir une théorie allemande un peu naturaliste, etc., ont essayé de bosser sur ça, ont repris ça, ils avaient ça, c'était tout ficelé pour eux, ils étaient ravis d'avoir une théorie comme celle-ci. Et ils ont fait plein de tests, et il a fallu attendre les publications de Fritz Donner pour se rendre compte qu'eux-mêmes avaient conclu finalement à l'inefficacité propre de l'homéopathie, qu'il fallait abandonner cette théorie.
Puis après, il y a eu la guerre, que tout le monde a oublié. Et surtout, il y a eu une démarche commerciale en France tout à fait particulière. Alors, parfois, on dit oui, mais chez les animaux, ça marche. Il y a 2 biais à prendre en considération chez les animaux, c'est que souvent, quand on fait ça sur des animaux, pareil, il n'y a pas un échantillon très grand, on a quelques cas. Et on va garder, souvent quand on veut abonder dans le sens de la théorie, on va garder les cas pour lesquels on a l'impression d'avoir marché. Et pareil pour ceux qui doutent, ils vont avoir tendance à compiler que les cas qui ne marchent pas. Et le principal problème là-dedans, c'est qui évalue que l'animal va mieux. C'est pas l'animal qui témoigne de lui-même en disant « Ouh, je vais mieux aujourd'hui », ou le cheval qui a le poil plus soyeux, ou le chien qui est plus péchu. C'est son maître qui, lui, sait en général ce qu'il a donné. Il n'est pas du tout dans une situation de double aveugle, il sait exactement ce qu'il attend, lui, comme résultat. Et c'est un des gros biais, c'est quand on sait à quoi s'attendre dans le résultat, on peut avoir tendance à le voir. Des études de 2005 d'un mec qui s'appelle Macmillan ont porté sur les animaux avec grand échantillon pour une fois et en double aveugle. Le résultat, c'est ni il me plaît ni il me plaît pas, donc j'espère qu'il ni vous plaît ni vous plaît pas, c'est que le résultat, il n'y a pas d'effet autre qu'effet placebo au travers de l'octroi d'homéopathie. Mais c'est pas nul, si vous voulez, c'est pas nul, mais c'est pas propre. C'est pas propre à l'homéopathie. Ce qui pose la question de pourquoi pas fabriquer soi-même ces placebos au final. Et puis la rhétorique est convaincante. Et c'est là que je remarque que beaucoup je suis plutôt, on va dire, politiquement, je suis plutôt du côté progressiste, on va dire, pour ne pas dire plus. Et la plupart des gens qui se tournent vers la thérapie alternative sont des gens qui sont souvent très fâchés avec le système de santé actuel. Et à mon avis, ils ont raison. Le problème, c'est que je pense qu'ils partent dans une alternative comme celle-ci, qui résume le problème en 2 systèmes. Puisque la médecine scientifique pose des problèmes de conflit d'intérêts, énormément d'industries pharmaceutiques mêlées aux soins, les visites médicales, tous ces problèmes que vous connaissez avec tous les scandales de Diane 35 récemment jusqu'au Mediator et au Vioxx, etc. Les gens ont raison d'être fâchés avec ce système-là. Est-ce que la solution est de se tourner vers des thérapies alternatives qui, en se tournant finalement vers un modèle qui est politiquement peut-être plus doux, et encore il faudra en discuter, puisque Boiron, c'est typiquement l'entreprise capitaliste comme on en fait. Il n'y a pas tellement de différence avec Sanofi, Saint-Elabo et Pfizer dans la démarche. C'est exactement le même diplodocus. Ils ont tout racheté. Ils ont racheté Doliso, il me semble, en 85. Ils sont monopole mondial. Les 2 frères Boiron sont 116e et 117e fortune française. Le premier actionnaire, c'est Pierre Fabre, qui est un autre industriel pharmaceutique. C'est pas une alternative politique, enfin, c'est pas une alternative économique, si vous voulez, Boiron. Hein. C'est vraiment une entreprise raide. Raide, d'ailleurs, qui fait taire quand il y a des scandales. En ce moment, il y a ce qu'ils appellent des mass actions, c'est-à-dire je ne sais pas comment c'est le terme en français, quand des groupes de gens sont fâchés, un peu comme l'UFC Que Choisir, des gens sont fâchés, font un procès. Au Canada et aux États-Unis, il y a eu plusieurs procès là, récemment sur l'oscillococcinum parce que les gens se sont rendus compte qu'on leur avait menti, c'est-à-dire que l'efficacité propre n'est pas prouvée. Et plutôt que de se faire traîner en justice, ils acceptent, moyennant finance, je crois qu'ils ont réglé une de ces mass actions avec 5 milliards de dollars pour faire taire l'information. Mais il y en a une nouvelle qui s'est ouverte au Canada l'an dernier. Je ne sais pas ce qu'elle donne encore maintenant. La rhétorique, elle est convaincante parce que c'est souvent une rhétorique, moi j'appelle ça une rhétorique à la George Bush. C'est-à-dire, c'est une rhétorique de repoussoir. On dit oui, mais moi je suis contre la science, donc je vais aller faire ça. Ou je suis contre l'allopathie. Allopathie, terme créé par Hahnemann pour désigner tout ce qui n'est pas homéopathie. Donc c'est un terme tellement fou qu'on ne peut pas en dire grand-chose. Oui, mais je suis contre les effets secondaires. On est tous contre les effets secondaires. Contre les produits chimiques, pourquoi pas, contre les antibiotiques. C'est souvent une rhétorique aussi qui vient. Mais il y a d'autres alternatives. C'est pas que c'est soit l'homéopathie, soit les antibiotiques, contre les vaccins, contre les lobbies pharmaceutiques. Moi aussi, je suis contre ça. Ça se discute. Ça se discute. Ça, c'est tellement flou qu'on ne peut rien dire. Enfin, vous voyez, c'est vraiment compliqué. Ça fait des rhétoriques en faux dilemme. En zététique, on a tendance à dire cette phrase-là. Compétitif ne veut pas dire contradictoire. Et c'est pas parce que l'un est faux que hop, l'autre devient vrai, si vous voulez. Parfois, il peut y avoir 2 hypothèses ou 2 théories compétitives, mais qui ne s'annulent pas l'une l'autre. L'exemple le plus simple, c'est si vous avez 2 amis qui vous disent les extraterrestres viennent de Mars, et l'autre dit non, ils viennent de Vénus. C'est pas parce que vous montrez qu'ils ne viennent pas de Vénus qu'ils viennent de Mars. Vous voyez, c'est pas contradictoire. L'exemple est un peu pourri, d'accord, mais il est simple à comprendre. Et la théorie est immuable et non réfutable. Et là-dessus, il y a une grande complaisance médiatique. Je voudrais donner un cas. En 2005, des chercheurs ont voulu objectiver tout ça. Ils se sont dit, bon, s'il y a quelque chose à sauver à cette théorie, c'est quand même il y a de quoi avoir un prix Nobel derrière, si ça marche. Regardons toutes les publications avec grand échantillon, randomisé, en double aveugle, prenons tout ce qu'il y a, faisons une méta-analyse, c'est le terme qu'on utilise en médecine pour regarder globalement tout un ensemble d'études qui ont été publiées durant les 50 dernières années.
Et donc c'est Chang qui a mené ça à l'université de Berne. Et dans le Lancet, ils ont publié le 27 août 2005 les résultats. Pensant clore le sujet. C'est bon, soit ça marche, et dans ce cas-là on se met à travailler sur là, les points où ça marche, soit ça ne marche pas, et puis on arrête d'en parler, quoi. On range cette théorie comme le mouvement perpétuel ou dans les théories, dans les vieilleries de la science, quoi. Et alors là, les médias ont mené une campagne tout à fait intéressante. J'ai apporté un extrait. L'analyse globale, ils ont été un peu raides dans la publication, au sens où il y avait marqué les médecins doivent être honnêtes avec leurs patients, sous-entendu comme si les médecins mentaient. C'est beaucoup plus compliqué que ça, ils ne mentent pas forcément. Hein. Mais en gros, la conclusion, c'était aucune supériorité de l'homéopathie par rapport à un effet placebo. Donc on pensait clore avec ce sujet-là. Et là, il y a le journal Télé de France 2 était exemplaire à ce sujet. Si j'appuie là-dessus, normalement, ça devrait se lancer. Quand on reparle de l'homéopathie avec cette... Donc c'est de l'ordre de 30% maintenant. Vous voyez, ce genre de reportage, tous les gens qui sont invités sont des gens partisans. Mais pour une raison simple, en fait, c'est que si un média se permettait de faire la critique de l'homéopathie, ça ne ferait pas beaucoup d'audience auprès des gens qui savent déjà que la théorie est fallacieuse, mais par contre, il fâcherait beaucoup de gens, quoi. Et là, de fait, en fait, c'est de la complaisance populiste, en quelque sorte, là-dessus. Et le pire, c'est qu'à la fin, ils nous disent c'est un débat vieux comme le monde vieux comme l'homéopathie, pardon, qui vient relancer l'étude du Lancet. Mais non, l'idée, c'était de le clore, en fait. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une résistance permanente à ça, de peur de déplaire. Et beaucoup de gens pensent que si un jour un ministre s'attaquait à la tâche de dérembourser l'homéopathie, il est fort probable qu'il perde son siège très rapidement. Tellement c'est ancré en France comme pratique. Il n'y a pas qu'en France d'ailleurs que c'est ancré, il y a aussi en Belgique, un petit peu en Suisse. Presque partout dans le monde, c'est assez peu connu. Il y a quand même quelques cas un peu différents comme l'Inde, après avec des détails historiques, dont je vous passe le détail. Et le diplodocus mondial, c'est l'entreprise des frères Boiron. C'est évident qu'en France, ça fait du bruit. Famille qui a monté cette entreprise, ça s'est passé entre 1920 et 1935 à peu près. Voilà, alors normalement, je ne sais pas s'il me reste encore, non, je dois être presque au bout. Voilà, la question c'était, les deux questions qui restent, est-ce que l'homéopathie est une alternative valable politiquement? Est-ce qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain en se tournant vers une thérapie, certes sympa, intuitive, autoprescriptive, qui permet à l'individu de se réapproprier dans une certaine mesure sa santé, ce qui est à mon avis un des combats à mener, mais en même temps, est-ce que pour faire ça, il faut passer par une technique qui n'a aucune efficacité propre, au risque de faire croire aux gens à des guérisons qui viendront probablement pas, ou qui viendront pour d'autres raisons. Et surtout, est-ce que politiquement parlant, est-ce que c'est vraiment subversif que de se tourner vers de penser qu'en se tournant vers Boiron, on s'offre un autre modèle économique ou social pour la santé. Moi j'ai tendance à penser, là je donne mon avis, j'ai tendance à penser que le mieux ce serait de combiner les deux, c'est-à-dire augmenter le temps de prise en charge des patients, personnaliser plus, mais en proposant des soins basés sur une efficacité propre démontrée, quoi. De manière à ce que les gens puissent faire leur choix, en tout cas en connaissance de cause, et s'ils savent qu'ils se tournent vers ça, ils doivent savoir qu'il n'y a pas d'efficacité propre, quoi. Connaissance de cause, plus de temps pour les patients, mais plus de temps pour les patients, ça veut dire des vrais changements politiques avec des vrais crédits pour les services publics. Or, les services publics, ils sont bien engagés. Vous savez qu'à Grenoble, aux urgences, ils ont fait, il y a quelques semaines, et c'est encore en cours, je crois, la menace de démission collective, tellement la prise en charge débecte tout le monde, quoi. Patients comme professionnels qui n'ont pas le temps de gérer tout ça. Après, est-ce que ça présente des risques? En soi, pas directement, si vous voulez, mais par défaut de soins sur d'autres choses, et surtout par l'instillation d'une théorie basée sur des concepts nébuleux, ça ne permet pas aux gens de se réapproprier ce que c'est qu'un effet placebo. Et si on apprenait nous-mêmes ce que c'est qu'un effet placebo, et si en plus on apprend que l'effet placebo marche même quand on sait que c'est un effet placebo, eh bien ça peut nous donner envie nous-mêmes de fabriquer nous-mêmes nos placebos. Moi j'en fais par exemple, et ça marche très bien, hein, sur moi. Ça marche, c'est les miens, quoi. Voilà, je m'arrête là parce que je vois Jean-Michel qui me fait des grands signes. Et si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre si je connais la réponse, bien évidemment. C'est rapide, hein, je suis vraiment... Oui, les raisons qui ont été évoquées pour retirer du marché des trucs vraiment dégueulasses, c'était quoi? C'était parce que ça faisait vomir le client quand il regardait... Je pense que ça doit être ça. Il faut dire que purétral de plénorragie, ça ne fait pas tellement plaisir, mais c'est tellement dilué au final que normalement la réaction, elle ne devrait même pas être justifiée. En fait, tous ceux qui ont été retirés, c'était des
C'est des produits humains, et peut-être on peut faire, je fais une hypothèse, hein, peut-être qu'on sortait juste du contexte de la vache folle et tout ça, et qu'on commence à s'inquiéter un petit peu peut-être des produits qu'on mettait. Je ne saurais pas vous dire. Je vais regarder de près, parce que j'avais déjà regardé cet argument. Pourquoi avait-il retiré ces médicaments, sur quelle base? C'est certainement pas sur la base d'une efficacité, puisque de toute façon, nulle part on mesure l'efficacité de ces produits. C'est une colle. Mais ce n'est pas la seule colle, hein, dans ce sujet-là. Je ne sais toujours pas pourquoi la menthe. Pourquoi il y a eu un tel battage sur la menthe? Parce que vous savez que pendant longtemps, on nous a dit que si on touchait le granule, on enlevait le produit, mais si on mangeait de la menthe aussi, ce qui a permis de développer des dentifrices sans menthe, produits aussi par Boiron. Ce qui est une technique de tenaille sympathique. Pardon, tu avais levé la main, excuse-moi. J'ai pas compris la différence de fonctionnement avec le vaccin. Ah. C'est la même chose en fait à la base. Non, enfin, à l'époque, en tout cas, on ne comprenait pas le mécanisme, effectivement. Et vaccin, vous savez, ça vient de la vaccine. On s'est rendu compte que les gens qui trayaient, les paysans qui trayaient les vaches, étaient immunisés contre une pathologie. Et on s'est dit, c'est marrant, est-ce que c'est une sorte de mitridatisation, c'est-à-dire une habituation à un poison lent? Effectivement, c'était le cas. Alors j'ai une diapo là-dessus pour vous montrer quelques points, pour ne pas en oublier. Non, le vaccin, c'est pas une mitrie. Non, et justement, en fait, c'est là où c'est plus compliqué, en fait. Il a fallu attendre presque 80 ans pour arriver à distinguer. C'est la différence entre une prophylaxie et une thérapie, si vous voulez. Le vaccin, il vous fait une prophylaxie, il entraîne le système à se défendre contre un mal futur. Sauf une exception, la rage. La rage, on peut parfois vacciner les gens contre la rage quand ils ont déjà été mordus, mais il ne faut pas que ça ait atteint le système nerveux. Mais c'est avant que la maladie se place. Enfin, c'est prévention. L'homéopathie, c'est une fois le mal installé. Déjà, c'est la première grosse différence. Deuxième grosse différence, c'est la nature des produits. Les vaccins, c'est des produits liés à la cause de la maladie. Des microbes ou des virus qui sont désactivés, etc. J'ai marqué pour que vous puissiez le relire éventuellement. Alors que l'homéopathie, c'est des produits produisant le même type de symptômes sur le patient sur la base d'une théorie dite des similarités, quoi, qui, elle, n'a pas de base, quoi. Le troisième point qui est différent, c'est la dose. La dose, elle est certes calibrée, elle est assez standardisée pour les vaccins, mais c'est une dose relativement importante. Alors que l'homéopathie passe par une dose infinitésimale, pour ne pas dire nulle, j'ai dû voir nulle, qui influe sur l'efficacité sans mesure, quoi. Et les hautes dilutions, c'est vraiment des hautes dilutions. C'est-à-dire personne ne fait rien avec des hautes dilutions. C'est inconcevable de travailler en l'absence du produit chimique sur lequel on attend un effet, quoi. Puis on peut doser, on peut mesurer l'efficacité du vaccin en dosant les anticorps. On doit augmenter quelque chose, alors qu'après une prise de poudre de perlimpinpin à 12 CH, personne n'est capable de doser quoi que ce soit. Tout à fait. Est-ce que j'avais mis un autre point? Je ne suis pas sûr. Oui. Oui, voilà, le vaccin, maintenant on connaît le mécanisme parfaitement. Je dis pas qu'il faut se vacciner ou pas, ça c'est un autre problème. Hein. Le problème moral est différent. Hein. Ça dépend des vaccins, ça dépend pourquoi, ça dépend dans quelle mesure on veut se protéger soi si on est une personne à risque, mais sachant que ça a aussi un impact sur les autres de se vacciner ou pas. Donc c'est une équation assez complexe finalement. Si on se vaccine, parfois ça nous fait endosser des risques, mais au final c'est pour peut-être protéger d'autres gens. Donc c'est une balance, quoi, qui est assez personnelle, et c'est vrai que c'est assez contradictoire avec l'idée que l'État puisse l'imposer. Mais en même temps, mettons-nous à la place d'un État qui voudrait prévenir une pathologie grave, qui arriverait comme ça. Qu'est-ce qu'elle aurait d'autre comme moyen pour arriver à créer un seuil à partir duquel la pathologie pourrait disparaître? C'est un vrai débat assez compliqué et très très politique, la question du vaccin. Et pardon, excuse-moi. Alors moi j'ai une question sur comment l'homéopathie justifie que les trucs qu'ils utilisent pour diluer, la fois de canard ou je sais pas quoi, qu'il est pur, quoi. Parce que qu'il est pur, tu veux dire c'est-à-dire que moi si on prend de l'eau, comment on sait que l'eau qu'on a pris déjà pour faire la dilution, elle n'est pas déjà activée par plein d'autres choses? C'est clair. Donc, je me demandais s'il y avait une justification ou s'ils font quelque chose. Mais Boiron ne prend que de l'eau de centrale nucléaire. Déjà, il y a un petit quelque chose. Ils prennent de l'eau stérilisée, mais est-ce qu'elle est déionisée? Je ne me rappelle plus. Je crois que j'avais demandé, mais je ne me rappelle plus maintenant. Il faut leur poser la question. Hein. Mais quand bien même ils le feraient, de toute façon, ça ne résout pas le problème. Quand bien même ils déminéraliseraient complet, ils enlèveraient tout ce qu'il y a dedans, si tant est qu'il y ait une mémoire de l'eau, elle gardera en mémoire la trace des produits qu'il y avait dedans avant, qui est compétitif donc avec le produit chimique. Donc ça ne résoudrait même pas le problème de savoir s'ils font ça. Alors moi je les ai vus les produits, ils ont une Dilutec, c'est-à-dire vous rentrez dans une salle, c'est une salle blanche pulsée, on rentre dans une usine moderne, quoi.
Et vous rentrez dans une salle, et je cherchais les Medorinum et tous les produits bizarres là. Et vous avez la Dilutex, c'est-à-dire l'endroit où vous avez les teintures mères avec le produit de départ. J'ai pu voir les produits, quoi. C'est épatant de voir comme ça des choses qui. Alors je ne sais pas combien de foie et de cœur d'Anna Barbarie ils ont besoin. C'est tellement dilué qu'au final, peut-être un seul foie suffit depuis un siècle, quoi. Il suffit juste de prélever de temps en temps les teintures mères. J'ai vu les machines qui faisaient la solution. C'est hyper moderne, hein. Hyper moderne pour une technique qui est absolument stupéfiante. C'est stupéfiant. Et là où... Moi, c'est vraiment sur la question de la connaissance de cause. J'ai absolument rien contre l'idée que les gens puissent prendre de l'homéopathie s'ils en ont envie. Hein. Mais qu'ils le fassent en connaissance de cause et qu'ils sachent qu'ils puissent comparer thérapie sympa mais efficacité propre nulle, thérapie moins sympa, efficacité propre ceci, et puis voilà. Puis après, les gens font leur choix. Là, je suis d'accord. Là, ça me va. Mais le fait qu'on ne nous dise pas cette information-là. Alors j'avais envoyé quelques étudiants bosser sur ce sujet, demander aux médecins homéopathes qu'est-ce qu'ils en pensent eux-mêmes. Et là, c'est encore plus stupéfiant. Je trouve qu'il y a à peu près deux populations. Je n'ai pas un échantillon assez grand pour faire une grosse tendance, mais j'ai eu l'impression en tout cas qu'il y avait dessiné deux types de médecins homméopathes. Vous avez un type de médecin homméopathe qui dit ben, l'homéopathie, c'est super pratique parce que certes, il n'y a rien, et on sait bien que c'est de l'effet placebo. Mais ça nous aide à gérer les cas d'hypochondriaques, les gens qui... Et ça permet, au moins ça évite qu'ils aillent prendre d'autres produits, autant qu'ils prennent ça, ça leur fait pas de mal, et puis voilà quoi. Le problème c'est qu'il suffirait dans ce cas d'apprendre aux gens à ne pas prendre des produits, si vous voulez, très tôt dans leur vie, et en France on aime ça, la médicamentation semble-t-il. Et l'autre population sont des gens qui sont persuadés, et qui sont persuadés de la théorie, parce qu'on leur enseigne ça, mais on ne leur enseigne pas la partie critique de ça du tout dans leurs études. Moi j'ai eu l'occasion de suivre des études en pharmacie par exemple. En gros, on vous apprend la liste des associations, quoi, mais on ne vous explique pas la théorie. Et la plupart du temps, leur connaissance sur la théorie, elle est minime, quoi. Mais de toute façon, ils n'ont pas bien le temps hein, dans les études de médecine pour rentrer dans la scientificité de leur démarche. Ils sont loin d'être tous des scientifiques, les médecins. Les pharmaciens, pareil. C'est un drame, hein, d'ailleurs. Mais est-ce qu'on ne peut pas rapprocher finalement ce phénomène-là d'autres phénomènes je pense à certains climato-sceptiques, des scientifiques qui sont vraiment scientifiques au départ, mais qui finalement, pour d'autres raisons, sont prêts à dire des choses qui ne tiennent pas la route scientifiquement, et même si on leur démontre, ils continuent à croire, ou en tout cas à affirmer qu'ils croient dur comme fer à leur théorie. Moi j'ai tendance à voir les homéopathes un peu dans cette situation-là, mais bon. Je ne sais pas si l'analogie est bien bonne, mais elle est intéressante. Mais je ne sais pas si elle est bien bonne, parce que le réchauffement climatique, le débat est politique, éminemment politique. Quoi. Et, oui, si vous voulez, là où se clivent les gens, c'est vraiment sur l'aspect politique des choses. Quoi. En gros, vous avez le grand courant écolo, vous avez un courant qui est moins écolo, et chacun va aller... C'est un peu comme les débats sur les OGM, c'est des débats compliqués. Là, il y a vraiment une défense d'une industrie, quoi, si vous voulez, et généralement une défense du diplôme que le thérapeute a reçu. Et puis, je ne sais pas si on peut vraiment cliver de la même façon. Je ne m'aventurerai pas à cette analogie, en tout cas. Pardon, il y a une formation des médecins pour qu'ils soient homéopathes. Oui, j'ai des diplômes universitaires, et puis c'est une spécialité de médecine. Ouais. Depuis longtemps, comme ça. Mais les très vieux médecins homéopathes, ceux qui ont une soixantaine d'années, en fait, ils étaient autodidactes. Il n'y avait pas de formation à la fac de médecine, hein, dans les années 50-60. Il n'y avait pas de formation. Oui, ça a été encadré un peu après, parce que je dirais une vingtaine d'années, moi, parce que je ne sais pas si c'est en lien, mais je me rappelle que certaines dérives sectaires dont j'ai pu vous parler ici, par exemple, notamment celle de l'ordre du Temple solaire, avait vu le principal recruteur de la dérive, qui s'appelle Luc Jouret. Il était homéopathe, non médecin, mais homéopathe. Et c'était à partir de ses stages sur l'homéopathie qu'il recrutait des gens vers l'ordre du Temple solaire, ce qui a mené au drame que vous connaissez dans les années 94. Je ne veux pas dire que ce n'est pas l'homéopathie qui amène les gens à la secte. C'est un support, vous voyez, c'est un support assez facile, parce qu'il y a des trucs intuitifs, on fait appel à l'intuition, on flatte des théories un peu naturalistes ou vitalistes, et le pont est vite fait après. Le pont est assez vite fait. Hein.
D'où l'intérêt de regarder ça d'un œil critique. Justement, j'avais cru comprendre qu'il y avait une espèce de dimension un peu de science occulte autour de l'homéopathie. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Une dimension science occulte. Et que ça pourrait peut-être attirer un certain nombre de personnes, justement, du fait de cet aspect-là. Bah, je ne sais pas si on peut parler d'occultisme, mais on peut en tout cas dire que beaucoup des gens qui se tournent vers ça sont des gens qui sont fâchés avec le système, un système assez froid des services de santé, et ils croient, en se fâchant dans ce système-là, qui est un système capitalistique, en se fâchant avec ce système-là, en fait, ils rejettent la science avec. En rejetant la science, après on se tourne vers toutes les techniques intuitives, introspection personnelle, retour à la nature, qui sont les grands thèmes classiques de l'alternative, j'ai envie de dire, d'écologie profonde, c'est le terme qu'utilisent certains philosophes, deep ecology, c'est-à-dire pas de l'écologie au sens politique classique, mais deep ecology, c'est faire l'amour avec la terre, si vous voulez. C'est se dire, puisque la science construit autant de choses mal, rejetons cette méthode et repartons vers des trucs plus ancestraux, ou plus intuitifs, ou plus primitifs, et retrouvons chez les chamans, chez les vieux peuples, des traces de techniques comme ça qu'on aurait peut-être perdues, et peut-être une capacité à être bon. Et sous-jacent à ça, il y a l'idée qu'avant toute cette technicité, c'était vachement mieux, c'était l'Éden, et on était tous en train de se baigner tout nus sous des cascades. Et c'est pas tout à fait si simple que ça. Oui, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de laboratoires entre guillemets pharmaceutiques qui vont rechercher les plantes en Amazonie ou ailleurs, parce qu'il y a quand même pas mal de... Il y a des choses empiriques à prendre. Oui, il y a des choses à prendre. Ils savent soigner par les plantes. Donc, entre l'homéopathie, les médicaments par les plantes et tout ça, il y a quand même un lien qui se fait sans être pour autant contre la science. Bien sûr, mais si les plantes fonctionnent, ça se montre, c'est facile à montrer, c'est assez facile. Et il y a effectivement des techniques comme ça qui ont été héritées par empirisme, qui fonctionnent. Mais la dose est précisée et l'effet est net, quoi. C'est ce qui fait que la médecine par les plantes, il y a une partie de la médecine par les plantes qui marche très bien. Après, il faut vraiment préciser la dose. Moi, ce qui m'énerve dans les bouquins de botanique, c'est souvent, il y a marqué telle plante, ça fait ça vous guérit ceci, cela, mais ils ne vous disent pas la dose. Et j'ai bossé avec des étudiants pour regarder quelle dose il faudrait. Parfois, c'est une botte de foin qu'il faut, quoi. Vous voyez, si on ne donne pas la dose, on ne peut pas trop savoir comment. Ou le contraire. Ou le contraire, rien suffit. La nature n'est pas bonne en soi, si vous voulez. C'est ça qu'il faut bien casser, quoi. C'est qu'il y a des choses très très glauques à consommer. Racines de muguet, de digital pourpre. La position des témoins de Jéhovah vis-à-vis de l'homéopathie. Alors là, c'est une colle, je sais pas. Ils sont pour ou contre? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Aucune idée. Ah mais je suis vraiment incompétent. Alors, tu as une diapo où tu as une liste de raisons qui sont les raisons pour lesquelles les homéopathicophobes sont des sciences, il me semble, et tu n'as pas expliqué la quatrième raison. La quatrième raison que j'ai affichée, je ne me rappelle plus le temps. Pas d'effet propre? Corpus de... C'était ça? C'était la diapo précédente, mais il y avait beaucoup plus de trucs, c'était marqué le premier, le deuxième. La dernière? Quasiment à la fin, L'intuition. L'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui est assez pratique, c'est partagé par tout le monde, si vous voulez. Mais l'heuristique scientifique, elle est vraiment pauvre, quoi. Sur la base d'intuition, il y a des gens qui sont capables de faire des trucs complètement fous. Et des choses très bien. L'intuition, c'est pas... C'est très difficile comme moteur, parce que ça dépend... C'est un matériel composite qui mélange parfois de l'empirisme. On se dit qu'intuitivement, s'il y a 5 loups qui nous entourent, il faut qu'on s'en aille, quoi. Mais là, c'est presque une déduction qui fait partie de l'intuition. Si par exemple on se dit les prochains jours il risque de m'arriver ceci ou cela, souvent c'est parce qu'on a pris des éléments dans notre environnement qui nous permettent de conclure que potentiellement ça peut être ça. Il y a des intuitions qui peuvent être basées donc sur une sorte de rationalité, il y a des intuitions qui sont complètement florissantes. Les gens qui lisent par exemple les coïncidences, moi j'aime bien faire ça de temps en temps, mais je sais que l'heuristique est pauvre, quoi. Je ne sais pas parce que je vois que dans le même jour on parle 2 fois du même livre, que j'y vois un signe, il faut que j'aille lire ce livre par exemple. Je sais que je peux être guidé, les intuitions peuvent vraiment être mauvaises conseillères. Ce que tu veux dire, en fait, c'est que ça marche parce que les gens ont l'intuition que ça marchera. Bah oui, c'est assez intuitif parce qu'on se dit, bon, le mal, derrière le mal par le mal, c'est les psychologues, ils appelleraient ça un schème cognitif primitif.
C'est-à-dire c'est les chemins qu'emprunte très facilement notre cerveau pour se dire, bon, ben, des petites règles simples comme ça, ben, on va soigner le mal, on va tuer le mal par le mal, quoi. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme chaîne intuitive comme ça? La pensée magique, par exemple. La pensée magique, c'est typiquement aussi un chaîne de cognitif, je ne peux pas dire pauvre, mais en tout cas, c'est par-dessus qu'on construit une connaissance élaborée, quoi. La pensée magique, c'est typiquement, si on vous sert un plat qui ressemble à des excréments, il y a des gens qui s'amusent dans des restaurants à faire ça, à décorer. Il y a même le Unari Rom, c'est un restaurateur en Thaïlande, il fait des pâtes à pain en forme d'organes humains. C'est génial, quoi. Et là, ça joue sur notre rejet, selon un principe dit de similitude, où la chose ressemblant à ce qu'on n'aime pas, on va avoir une sensation de rejet. Ça, ce sont des schèmes intuitifs qui sont toujours présents chez nous. Les exemples, on a fait des tests comme ça avec quelques étudiants aussi, des tests où on avait fait une expérience d'un type qui s'appelait Paul Rosine. 1992, il me semble, il a publié ça dans, je ne me rappelle plus la revue, mais je pourrais vous sortir la référence. Il s'était amusé avec des étudiants, il avait pris un verre de lait, et il a dit voilà un verre de lait, et là il prend une mouche, il la jette dans le verre de lait, il retire la mouche, puis il dit qui c'est qui veut boire? Et là, à part les deux kékés de la salle, personne ne voulait boire. Alors il demande pourquoi, et les gens sortent les arguments, ils disent bah, parce que c'est sale, ça porte rien, ça travaille des parasites, c'est horrible, quoi. Alors très bien, il prend un autre verre de lait, il remplit, et là il sort de sa poche un petit sachet plastique dans lequel il sort une mouche qui avait été placée dans une étuve, donc bouillie. Et là il la place dedans, puis il retire la mouche, puis il dit qui c'est qui veut boire? Et là il n'y a pas plus de gens qui veulent boire. Pourtant, toutes les raisons qui ont été invoquées auparavant pour ne pas boire ne sont plus là. Il y a une sorte de rejet intuitif, mais faux. Mais il est là, et on est tous pareils, quoi, là-dessus. Ça marche même avec une tapette à mouche neuve, lavée. Si vous touillez un verre de lait avec une tapette à mouche, plus personne ne veut. On avait fait le test avec une brosse pour les toilettes neuve pour touiller une sangria. Personne n'a voulu en parler. Ah oui, effectivement. Mais non, on avait fait bouillir. On va peut-être s'en arrêter là, sauf s'il y a des questions. Une dernière question, non? Une dernière chance? Okay. Il y a quelques rares cas pour lesquels l'intuition peut avoir une portée intéressante. Je vous renvoie, parce que j'ai pas beaucoup de temps, à un bouquin de Gerd Gigerenzer qui parle de l'intuition, je ne sais plus quel est le titre exact, Gigerenzer. Et dedans, il explique, on pourra en parler dehors. On mettra le lien sur le site. Hein, ouais, et je vous mets juste quelques bouquins qui sont là-haut, notamment dans le bureau, quelques bouquins qui sont stockés, qui peuvent vous donner des pistes de travail. Jean Brissonnet, les pseudomédecines, les médecines douces, Jean-Jacques Aulas, type qui avait mis sur le marché un placebo avéré. Il avait lancé l'Obépac, anagramme de placebo. Et c'était marqué médicament 100% psychoactif, le rouge, ça fout la pêche, le bleu. Hein. Et il y avait des gens qui se plaignaient d'effets secondaires. Ça a été mal géré sur un plan financier. La boîte a coulé, donc l'Obépac n'existe plus. Ça, c'est l'idée folle, l'idée fausse en médecine, petit bouquin très sympathique, avec cette nuance-ci que McCormick, décédé maintenant, a été très influencé par les lobbies pharmaceutiques, du tabac, pardon. Et on le sait maintenant. Et ça, c'est pour remettre tout ça dans un contexte de pensée. Qui a un siècle et demi, ce livre sur le New Age est absolument remarquable. Merci de votre attention. Merci.